Leïla, quelle est ta priorité maintenant? Ouais, donc quelle est ma priorité? En fait, c'est difficile de... Mais bon, il faut bien y répondre. Dire une priorité, disons que moi, mon chantier, là, si je suis élue demain, ce sera la lutte contre la précarité. Parce que c'est là-dedans que je suis engagée depuis des années. Et surtout parce que je pense que c'est un combat essentiel dans le sens où aujourd'hui, pour avoir de la stabilité, pour pouvoir avoir une perspective, se dire, je sais pas, je vais fonder une famille par exemple, enfin je sais pas, moi j'ai bientôt 30 ans, j'ai pas d'enfants, pour se dire, je vais fonder une famille, je vais penser où est-ce que je vais aller en vacances l'année prochaine. Pour tout ça, il faut ce qu'on appelle un emploi stable. L'emploi stable, on l'a, le code du travail dans son intégralité, qui permet la sécurité, on l'a uniquement avec le CDI. Il est en train d'être cassé. Et il est en train d'être cassé, pourquoi? Parce que les 3/4 des embauches se font dans ce qu'on appelle des contrats atypiques, qui ne sont pas des CDI, qui sont CDD, auto-entrepreneuriat et intérim, enfin j'en passe, on en invente toujours des nouvelles formes de sous-salariat en fait, en quelque sorte. Donc je pense que c'est pareil, comme tu disais François, il y a un travail à faire au niveau des esprits et tu parlais de la révolution tunisienne. Ben Ali, moi mon père est tunisien, ma mère est française, je sais qu'un mois avant qu'il dégage, personne n'aurait pu croire que c'était possible. Et là c'est pareil, tout le monde a l'air de se dire, c'est valable pour la dictature des marchés, mais c'est valable pour des choses très concrètes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir un CDI, c'est devenu mission impossible. Quand on a un CDD, un temps partiel, parce que quand je parle de CDI, je parle d'un CDI à temps plein, bien payé, bien évidemment. Quand on a un petit travail, vu les 4,5 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, on se dit, bah tiens, à partir du moment où on a un emploi, un petit CDD d'un mois, 2 mois, c'est déjà bien. Et refaire du contrat de travail de droit commun, parce qu'on l'oublie souvent, mais c'est le contrat de travail de droit commun, en refaire la norme, pour moi ce serait une priorité. Donc je pense que concrètement, pour revenir sur du très concret, ça passerait par une loi cadre de déprécarisation, avec à l'intérieur la titularisation, c'est dans le programme du Front de gauche, hein, l'humain d'abord, la titularisation immédiate des 850 000 précaires de la fonction publique, un quota de contrats atypiques par entreprise, à 5% pour les grosses entreprises, 10% pour les petites. Dans le sens où un CDD, c'est censé être utilisé légalement, hein, la plupart des CDD sont illégaux, quand il y a un surcroît temporaire d'activité ou pour un remplacement. Les 3/4 des CDD aujourd'hui c'est plus le cas. Donc il y a des CDD qui sont effectivement qui se justifient dans ce cadre-là. Mais les 3/4 c'est plus le cas. Donc le fait de limiter, de poser un quota de contrats atypiques, ça permettrait d'empêcher ça et de refaire du contrat de travail de droit commun la norme. Et puis après il y a évidemment il y aurait d'autres volets. La précarité, la lutte contre la précarité c'est transversal. Donc il y a la question de la santé, le remboursement à 100% des frais de maladie, ça en fait partie. Sur le logement. C'est lié tout ça. C'est lié. Ah oui, quand on n'a pas de travail un peu de c'est exactement, c'est le cercle vicieux. En ce moment, on parle d'une loi d'encadrement des loyers. Et bien là, demain, s'il y a des députés Front de gauche, ils se battront pour que ce ne soit pas juste un encadrement des loyers en laissant la situation telle qu'elle, mais un encadrement à la baisse. Parce que les studios à 600 €, on a beau les encadrer pour 20 mètres carrés, empêcher leur évolution. Non, il faut que ça baisse, c'est pas possible 20 mètres carrés pour 600 €. Et puis si je devais citer juste une seule mesure, une mesure phare, c'est le SMIC à 1 700 €. Encore une fois, François Hollande nous dit je vais mettre un coup de pouce. Des députés Front de gauche à l'Assemblée nationale diront très bien, tu vas mettre un coup de pouce. Eh bien le coup de pouce ça va pas être 2 € par mois parce que ça sert à rien, ça va pas changer la vie des gens. Le changement c'est maintenant, il va pas arriver avec 2 € en plus par mois. 1 700 € brut, d'abord, ça fait 1 340 € net. On nous dit encore une fois, c'est impossible, c'est pas possible, vous déconnez, comment on va faire pour payer ça? Faut rappeler que ça fait 21% d'augmentation. En 81, le SMIC, il avait été augmenté de 25%, hein, c'est ça. Donc, enfin, c'est possible. Et notre rôle, ce sera ça, en fait, de concrétiser. Pardon? Oui, un écart de 1 à 20 entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut. Par rapport à ça. En fait, quand on agit, juste pour terminer, quand on parle du SMIC, évidemment, il ne s'agit pas parce que le SMIC, c'est le seul salaire qu'on peut modifier par la loi. Donc, mécaniquement, avec aussi notre proposition de limiter entre 1 et 20 le salaire le plus bas, le salaire le plus haut. Quand le salaire le plus haut augmente, ben, le salaire le plus bas aussi. Ça permet d'agir sur l'ensemble des salaires. Je suis d'accord pour le SMIC à 1 700 €.
et ça se décrète, effectivement, ça se décrète, ou en tout cas ça se vote à l'Assemblée. Mais si c'est l'Assemblée qui le décide, ça reste l'entreprise qui le paye. Donc dans un contexte de crise, quelle est la réalité, la faisabilité pour que des entreprises qui sont déjà prises à la gorge puissent s'aligner et payer effectivement un salaire décent à leurs salariés? C'est pas une question, c'est pas faux par exemple, pas pour les grosses entreprises, on parle des petites entreprises qui se disent comme ça du jour au lendemain, elles vont pas pouvoir payer. Parce que quand on voit ça d'un point de vue macroéconomique, c'est sûr qu'à terme, les gens ont de l'argent pour consommer, donc les entreprises ont des produits à vendre, donc elles ont des produits à vendre, donc elles payent plus leurs salariés. Mais surtout, en ce moment, il y a plein de subventions qui sont données à des entreprises qui délocalisent. Enfin, il y a plein d'argent qui est fichu en l'air, qui viennent de collectivités, les conseils régionaux. Et ben, cet argent-là, ça pourrait permettre à court terme d'aider ces petites boîtes à mettre en place le SMIC à 1700 €. Enfin, le problème, c'est l'inertie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent dans des domaines à grosse inertie, par exemple le bâtiment, etc. Des domaines à grosse inertie. Vous êtes obligé d'augmenter si on taxe le SMIC à 1700 €, mais c'est une mesure pour laquelle tu fais. Et donc du coup, vous augmentez le SMIC, donc l'entreprise directe, voilà, donc l'ouvrier a plus d'argent pour consommer, il va consommer, mais sauf que ce qu'il va consommer, mettons, il va acheter plus de téléphones portables, tout ça. Mais le temps que lui construise un bâtiment, qui va faire bosser cet ouvrier pour, mettons, faire de l'électricité dans le bâtiment en question, il va se passer un certain temps. Et du coup, pendant ce laps de temps, je ne dis pas que la situation va pas se stabiliser après, au contraire. Mais du coup, pendant ce certain laps de temps, qui peut durer 2 à 3 ans, parce que le bâtiment, ça a une certaine inertie, du coup, pendant ces 2 à 3 ans, les petites entreprises qui bossent là-dedans, du coup... Justement, avec ces subventions-là, après 2 à 3 ans, les Grecs, ça fait combien de temps qu'on a fait? Avec les Grecs, on leur a mis 9 plans de rigueur dans la tête, et ça fait plus de 3 ans qu'ils sont pas en train de sortir la tête de l'eau, mais en train de se la faire enfoncer bien profondément. Mais là, par exemple, on en revient aussi à la question du protectionnisme qui est cher à François. Dans le bâtiment, il y a plein, pour avoir parlé avec un certain nombre d'entrepreneurs dans le bâtiment, le problème, bon, il y a la question du carnet de commandes, mais pas que. Parce qu'aujourd'hui, en France, il y a des boîtes dans le bâtiment. C'est soit, par exemple, je sais pas, vous voulez faire une baignoire chez vous, ou n'importe quelle taille d'entreprise du bâtiment, hein, mais qui sont mises en concurrence avec des entreprises qui sont dans une espèce de concurrence déloyale, dans le sens où elles font bosser des gens en France avec des contrats de travail polonais ou portugais. Et alors, à terme, s'il y avait un SMIC européen, ça permettrait d'empêcher cette espèce de concurrence déloyale, parce que forcément, le produit qui est vendu par l'entreprise coûte moins cher parce qu'elle a dépensé moins en termes de salariés. Mais si on développait aussi le nombre d'inspecteurs du travail qui allaient vérifier que non, tu bosses en France, tu es payé avec un contrat de travail français, pareil pour les CDD dont je parlais tout à l'heure, tu es intérimaire, non, ça devrait être un contrat de droit commun, ça devrait être requalifié en CDI immédiatement, CDD pareil. Si on développait le nombre d'inspecteurs du travail, en appliquant tout simplement le droit, on ferait un gros pas en avant déjà. Voilà. On va peut-être conclure, on va peut-être prendre une petite série de 3 questions pour terminer. Ceux qui sont courageux, qui sont bien sous la pluie là. Effectivement, ce que tu as dit sur la stratégie de l'Europe, c'était très important parce que les multinationales dominent l'Europe et les multinationales ont intérêt à délocaliser. Les Allemands ont délocalisé en Hongrie et en Tchéquie, enfin dans toute l'Europe de l'Est. Je reprends plus fort. Ouais. Les multinationales françaises ont délocalisé Maghreb, etc., Chine. Comment faire pour justement empêcher les délocalisations? C'est ça le cœur. Parce que les petites entreprises ont été fermées parce qu'on s'est mis à importer venant de pays où leurs propres entreprises ont implanté leurs usines. C'est pas les usines chinoises. Comment empêcher la délocalisation? Comment est-ce qu'on pourrait envisager ça? Une autre question. Une question à François. Il y aura un travail, je pense, à faire intéressant. Le travail est fait, mais surtout à bien diffuser. C'est qui est au SMIC aujourd'hui et il travaille pour quel type d'entreprise.
Parce qu'on pense toujours, quand on pense au SMIC, on pense toujours, mettons, là au coin de la rue, au boulanger qui a sa vendeuse ou son vendeur, pour pas être sexiste. Le petit boss qui est là en emploi aidé ou en emploi à 1000 € par mois, etc. Mais on oublie aujourd'hui que, par exemple, dans le bâtiment, aujourd'hui, essayez d'embaucher un ouvrier qualifié à 1000 € par mois en région parisienne, vous n'en trouverez pas. Aujourd'hui, la plupart des emplois non délocalisables, la plupart des emplois délocalisables ne sont pas au SMIC. Vous prenez dans l'industrie automobile, le salaire moyen n'est pas à 1000 € par mois. Aujourd'hui, les gens qui travaillent au SMIC, c'est les caissières, c'est les employés au McDonald's, c'est dans la fonction publique. Moi, par exemple, je suis vacataire de la fonction publique de l'éducation nationale, je suis au SMIC. C'est des emplois non délocalisables, la plupart des gens qui sont au SMIC. Donc, quand on parle de l'augmentation du SMIC, il faut déjà rassurer, je pense. Et je voulais savoir si vous avez déjà travaillé ou rencontré des gens qui partagent cette analyse, qui est que on a une proportion assez petite, au final, de personnes qui sont au SMIC et qui sont directement menacées par ce qu'ils appellent la compétitivité du travail. Et dès qu'on a cette donnée en tête, on se rend compte que finalement, cette augmentation du SMIC, elle n'atteint pas cette fameuse compétitivité du travail. Parce qu'on parle de quoi? On parle d'une personne à 1000 € par mois. De toute façon, qu'elle soit à 1000 € ou à 1300 € par mois, elle sera toujours non compétitive face à un Chinois qui sera à 150 ou à 200 € par mois. Donc la question, elle n'est pas là. Donc je voulais savoir si tu avais quelque chose plus amont, plus... Ok, une dernière question. Oui. Oui, moi je suis un peu, je suis en désaccord avec toi là sur la distinction entre une classe qui serait la classe ouvrière et employée et cette classe que tu as appelée tout à l'heure petite bourgeoisie intellectuelle. Moi il me semble qu'il n'y a pas de différence entre ces deux catégories, mais c'est simplement qu'il y en a une qui est dans la grande difficulté et qui donc est conscientisée, alors que les cadres qui à un moment pensaient être du bon côté du manche, parce qu'ils avaient des salaires corrects, parce qu'ils pouvaient être propriétaires de leur appartement ou de leur maison, se croyaient sortis d'affaires, et en réalité aujourd'hui, petit à petit, ils prennent conscience qu'ils appartiennent à la même classe que la classe ouvrière. Et moi il ne me semble pas que ce soit deux classes différentes, mais bien une seule classe, avec des gens qui progressivement commencent à prendre conscience qu'ils appartiennent à la classe ouvrière. Vas-y, santé. Non, je disais que effectivement, moi, l'histoire de cadre, on ne sait pas trop bien où ça se situe, c'est une entité bizarre, parce qu'en fait, moi je suis cadre, si on regarde mon bassin, c'est pas génial, ça me convient, mais c'est dans leur esprit, moi je vois dans le boss, il y a plein de mecs qui sont cadres, moi je suis cadre, mais je ne cadre personne, je rassure un peu. Qui sont symboliquement du côté. Et idéologiquement, qui sont symboliquement, je dirais, pour faire un peu à l'os, du côté du capital, mais qui sont matériellement du côté du salariat et du travail. Quand on voit les écarts qu'il y a entre le SMIC et le premier échelon des cadres, ça dépend des conventions collectives, mais ça c'est même pas de 1 à 2 de toute façon. La différence n'est pas si fondamentale. Je m'excuse, mais je m'excuse parce que je vais être en désaccord. On a le droit. Non, mais voilà, mais pour moi là il y a du mécanisme de dénégation. Excusez-moi, mais je pense, quand vous regardez les trajectoires sociales des enfants de cadres et des enfants d'ouvriers, quand vous regardez tout un tas de facteurs, où habitent, où sont relégués, parce que les ouvriers habitent à la campagne, il faut comprendre ça maintenant, hein. Les ouvriers ne sont plus dans le cœur des villes, ils habitent éventuellement en périphérie urbaine, mais ils habitent aussi à 20-25 km des villes, ils habitent à la campagne. Bon, où se situent géographiquement les ouvriers, il y a tout un tas de facteurs, qui fréquente qui se marie avec qui, prétendre que la classe ouvrière est, on peut trouver, moi j'appelle ça la classe intermédiaire. Ça sera mon prochain bouquin, ce sera avec qui, en 2 mots. Vous voyez, que prétendre que ça ne se formerait plus qu'une classe et ainsi de suite, c'est un travail. Vous savez, Lénine disait une situation révolutionnaire éclate lorsque ceux d'en haut ne peuvent plus, ceux d'en bas ne veulent plus, et ceux du milieu basculent avec ceux d'en bas. Bon. C'est un travail, c'est pour ça que quand bien même Fakir ne s'adresserait qu'à la petite bourgeoisie intellectuelle, elle a un travail à faire auprès de la petite bourgeoisie intellectuelle en lui disant bascule du bon